Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippee-ki-yay, pauvre con. On essaye ? Allez. Première règle du Fight Club est... No stairway. C'est dingue. La seconde règle du Fight Club est... Méfie-toi du côté obscur. Mais qu'est-ce que c'est que ces patacouettes ? C'est italien. Croyez-vous à la magie noire ? Oh, absolument. Allez, non, mais essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot, mon petit gars. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Oh là, attends, quel est ton nom déjà ? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Retour à l'écran. Alors avant de commencer, on vous explique un peu le principe de ce podcast consacré au cinéma. Un podcast sur le cinéma fait par trois vieux potes qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, qui s'étaient un peu perdus de vue et qui ont recroisé leur chemin après 15 ans de séparation. On a eu envie de reparler du cinéma de notre jeunesse, de ces films des années 70, 80 ou 90, des films qui nous ont marqués de manière pas très objective, attention c'est pas des nanars, mais des films solides, qui ont souvent eu du succès, mais qui pour certains ont été un peu oubliés depuis pour diverses raisons. C'est de ces films-là dont on va vous parler. Nous vous raconterons comment ils ont été produits, nous vous donnerons bien sûr nos impressions en évitant de spoiler autant que possible, et sans passer non plus sous silence leurs éventuels défauts. On espère bien sûr qu'on vous donnera envie de les voir ou de les revoir, et comme premier retour à l'écran, nous avons choisi Backdraft de Ron Howard. Nous, c'est Tib, Max et Mick. Retour à l'écran, c'est parti. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Qui le sait ? Qui le sait ? Salut à tous et salut Max. Salut. Salut Thibaut. Salut. Une petite précision avant d'attaquer le vif du sujet, cette émission est enregistrée en plein confinement en avril 2020. Je confirme. Et c'était une émission qu'on avait envie de faire depuis quelques temps et le confinement a provoqué un petit peu l'occasion de s'y mettre. C'est ça. Alors tout n'est pas encore au point techniquement, mais on voulait vraiment se lancer et corriger les éventuels pépins techniques dès le prochain épisode. Un héros sort des flammes au ralenti avec un enfant sous le bras, deux frères qui vont apprendre à se respecter, un mystérieux pyromane piège des maisons à Chicago. Ce sont bien sûr les ingrédients du film du jour que nous allons décortiquer tous les trois. Commençons par remettre en contexte Backdraft par rapport à notre réception du film à l'époque. Le film est sorti en France le 25 septembre 1991, 3 semaines avant Terminator 2. Moi, ce film-là, quand il est sorti, on l'a vu ensemble, Max et moi, et c'est un film qui vraiment m'a impacté dans les scènes d'action, dans la manière d'agencer aussi le film que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Il y a tout un parcours que moi j'ai beaucoup aimé, et surtout en fait moi les films de pompiers, j'avais été marqué gamin par La Tour Infernale. Donc c'est deux films que j'associe beaucoup. Et voilà, et même en le revoyant pour ce podcast, j'ai gardé mon impression de départ. Je reviendrai un petit peu sur les petits bémols que je pourrais y mettre, mais en tout cas, moi je garde la même impression. Ouais. Oui, moi c'est un peu comme toi. J'étais peut-être un peu moins enthousiaste sur le film à sa sortie, c'est-à-dire que il m'avait plu, hein. C'était un gros film d'action, sans rentrer dans les clichés, mais bon, on est des mecs. Le côté pompier, quand même, ça fonctionne. Donc le côté héroïque, c'est un peu ce qui nous a accrochés, un peu comme dans Top Gun, où quand on a vu Top Gun, on avait envie de devenir pilote d'avion. Quand Backdraft, ça joue sur cette fibre d'enfant, de pompier héroïque. Voilà, donc. Mais bon, après, il y a un côté, j'avais déjà trouvé un petit côté un peu lourd à l'époque, mais bon, voilà, non, ça reste quand même un bon film, hein. C'est un vrai film d'action, c'est presque un film de guerre. C'est sûr que c'est comme toi, hein. Moi j'ai passé 2h15 qui sont passées comme ça, vite, bien, passé un bon moment, et c'est quand même plutôt positif, hein. Alors moi c'est un film que j'attendais avec une certaine impatience à l'époque, parce que j'avais vu la bande-annonce pas mal de temps avant la sortie du film.
et elle m'avait véritablement bluffé, et j'étais plutôt enthousiaste pour voir ce film, et à la sortie de la salle, cet enthousiasme, il est resté intact. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un film divertissant. Le côté testostérone m'avait pas trop embêté à l'époque. Je m'étais plutôt focalisé sur les scènes d'action qui sont quand même très spectaculaires, l'intrigue policière qui est assez prenante, qui fait qu'on passe 2h15 sans véritablement s'ennuyer. Et pourtant, c'est pas un film que j'ai beaucoup revu depuis en VHS, DVD et Blu-ray. Et ce podcast était l'occasion de le revoir enfin. Et l'impression que j'en ai eue, c'est une impression qui reste positive. Après, j'ai quand même quelques bémols sur lesquels je reviendrai plus tard. Notamment un manque de finesse, quelques lourdeurs. Mais je reste toujours aussi enthousiaste sur les scènes d'incendie, les scènes d'action, l'intrigue policière qui m'a encore passionné pendant ces 2h15. Donc finalement, je suis plutôt content d'avoir revu ce film et qui, malgré ses défauts, reste quand même un bon divertissement. C'est bien toi que j'ai vu aujourd'hui dans le centre de Chicago. C'était un sacré feu. J'ai ça dans le sang, oui. Lorsque j'ai appris que les frères McCaffrey allaient se retrouver tous les deux dans cette caserne, j'ai senti monter en moi une soudaine envie d'être muté. Brian, salopard! Encore un petit effort, lieutenant! Je travaille pour la compagnie, tu travailles pour moi! Si t'as pas la pêche un jour, quelqu'un risque de mourir. Vérifie si la porte est chaude! C'est un accident ou un incendie volontaire? Vous aurez la réponse dès que j'aurai trouvé. Les films de pompiers, il y en a pas eu tant que ça non plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Dans l'histoire du cinéma, on a beaucoup de films sur les médecins, sur les policiers, des films sur ces corps de métier, il y en a des cagettes entières. Et c'est vrai que des films sur les pompiers, jusqu'à la sortie de Backdraft, il n'y en a pas eu beaucoup. L'un des premiers qui les a mis en lumière, c'est Charlie Chaplin, en 1916, avec Charlot Pompier. Il y a eu La Bataille du Feu, un film britannique en 1943, tourné façon documentaire, où l'on suit une compagnie de pompiers de la ville de Londres. Il y a eu aussi un film homonyme, français cette fois, en 1949, qui suivait la vie de jeunes engagés dans le régiment des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis il y a eu le Fahrenheit 451 de François Truffaut, sa seule immersion dans le cinéma de genre. Oui, dans le cinéma fantastique de science-fiction, ouais. Là, c'est des méchants pompiers, là. Ils étaient pas très sympas et ils étaient surtout les serviteurs d'une dictature qui missionnait ces pompiers pour retrouver et brûler ces livres, parce que ces livres, tous les livres étaient considérés comme dangereux. Et puis un peu plus tard, bien sûr, il y a eu La Tour Infernale qui a un peu inauguré le genre du film catastrophe, un genre qui a envahi les écrans au milieu des années 70 aux États-Unis. Et puis dans les années 80, le genre a disparu, jusqu'à ce Backdraft, réalisé par Ron Howard en 1991. Oui, mais avant d'être un film, c'était un scénario, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine rubrique. Pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Ah, j'ai sorti les pinces, c'est un jeu de roulement à vie et un voiture Simone. Ouais. Alors, le synopsis de Backdraft, en gros, c'est un thriller d'action, on l'a déjà dit. Ça se passe à Chicago au tout début des années 90. On suit les deux frères McCaffrey, Stephen et le jeune Brian. Stephen, c'est un pompier expérimenté, casse-cou. Et Brian, c'est un petit bleu. C'est un bleu. C'est carrément un bleu. Et donc, ils se retrouvent dans la même caserne et leurs rapports ne sont pas vraiment au beau fixe. Et en parallèle, donc, on va avoir une série d'incidents criminels qui frappent régulièrement la ville. Il y a des incendies qui s'appellent des backdrafts, c'est des incendies qui s'éteignent d'eux-mêmes dans leur propre souffle juste avant l'explosion et qui terrassent un par un des gens très importants dans la ville. Et donc une enquête est menée par l'inspecteur Rimgale qui est délicieusement interprété par De Niro. Alors ça a été écrit par un jeune gars, donc Gregory Whedon, qui est le scénariste de Highlander, donc il ne peut en rester qu'un, et qui a été à l'initiative d'une série de films d'horreur qui s'appelle The Prophecy. Et donc c'est quelqu'un qui a donc pas mal de goût pour le fantastique. C'est un élément sur lequel on va revenir un petit peu sur le traitement du feu. Et quand il était en pleine étude, je crois que c'est à l'UCLA, il était pompier, quoi. Donc en gros, il allait participer à des extinctions d'incendies et tout ça. Et c'est pendant ces études-là qu'il a commencé à écrire le scénario de Backdraft, qui a après pas mal circulé effectivement à la fin des années 80, avant d'être pioché par Ron Howard, qui voulait justement remettre en avant cette profession très peu vue au cinéma.
Alors justement, dans la carrière de Ron Howard, il s'inscrit après... Il arrive après Portrait craché d'une famille modèle, une comédie familiale un peu acerbe avec Steve Martin et Tom Hulce qui jouaient Amadeus dans le film de Miloš Forman. Très réussi d'ailleurs. Très réussi, très bonne comédie qui a eu un gros succès aux États-Unis, mais il a voulu changer de registre et partir dans un cinéma plus héroïque, plus viril, plus spectaculaire. Ouais, je pense aussi que le fait d'avoir fait des films comme Cocoon, Willow, Splash aussi lui permettent d'arriver sur ce terrain-là, parce que malgré tout, Backdraft est un film qui intègre de la pyrotechnie, des VFX et des SFX, des effets de plateau et des effets en post-prod. Je pense que ces 3 films-là précédents, donc Willow, Cocoon, Splash, lui ont vraiment permis de faire ses gammes pour réaliser Backdraft. Ouais, qu'il y avait bien en plus qu'il y avait bien à l'époque que c'était Cocoon, ça avait été un événement quand même. Hein. Ouais, carrément. Splash aussi, Willow un peu moins. Mais pour rebondir à ce que tu dis, je suis assez d'accord. En fait, finalement, Portrait craché d'une famille modèle, c'est un peu le film un peu à part, en tout cas dans cette partie de la filmographie de Ron Howard. En fait, c'est surtout un film qui lui a permis de se réhabiliter après l'échec de Willow, parce que, comme tu le dis très bien, il a enchaîné plutôt des films fantastiques, plutôt des gros films à gros budget, un peu fantastique, un peu ci, un peu ça. Et en fait, Willow, qui était le dernier d'une série après Cocoon et Splash, en fait n'a pas marché, a été plutôt un échec commercial, et pour se relancer il est parti dans la comédie, un domaine un peu moins risqué on va dire en termes de budget, et ce qui lui a permis de se remettre sur pattes pour pouvoir réenchaîner sur quelque chose d'un projet un peu plus gros, un peu plus lourd comme les Backdraft. C'est aussi son pédigré de départ aussi, enfin, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait découvrir comme acteur dans la série Happy Days, tout ça, et dans un de ses premiers films il avait fait appel aussi à Henry Winkler qui joue Fonzie aussi pour faire une des comédies. Ses 3 premiers films sont des comédies. C'est vrai, des petites comédies qui ont marchoté, certaines sont pas arrivées jusqu'à nos écrans à nous, mais sont arrivées sur les étals de nos vieux vidéoclubs. Mais c'est vrai que s'il a commencé par la comédie, ensuite c'est surtout ce contrat avec Disney qu'il a signé en 84 pour tourner Splash, qui a été un succès phénoménal, qui lui a permis de diriger des gros projets jusqu'à, comme je le disais, Willow bien sûr. C'est vrai qu'il a un peu quand même ce fait de passer d'un film sur l'espace, sur une comédie, les films de pompiers, c'est un peu un touche-à-tout, puis en même temps oui et non, c'est-à-dire que il fait tout, mais il s'accroche à rien, quoi. La patte Ron Howard existe pas vraiment, quoi, en fait. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, ce qu'on lui reproche toujours, à Ron Howard. Il a un peu touché à tous les genres. C'est un réalisateur qui tourne beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, et ce qui empêche souvent justement peut-être de le juger à sa juste valeur, même si il faut le reconnaître, je suis d'accord avec vous, c'est pas un grand réalisateur, il n'a pas sorti de grands chefs-d'œuvre marquants de l'histoire du cinéma, mais je pense que c'est malgré tout un réalisateur majeur d'Hollywood, encore aujourd'hui, et surtout à l'époque en fait, parce que les films dont on vient de parler, ça reste malgré tout des bons films, des films que beaucoup connaissent, que beaucoup ont vus, et qui sont plus ou moins appréciés quand même encore aujourd'hui, quoi. En fait, j'aurais peut-être l'impression des fois qu'il se laisse un peu trop manger par la technique, plus que par le côté mise en scène et artistique, des fois, c'est peut-être ça le souci. Oui, peut-être, et peut-être aussi qu'il lui manque une certaine dimension supplémentaire qu'il y a sur les films de Spielberg ou des choses comme ça, c'est-à-dire il y a une sorte de millefeuille comme ça de plein de sous-textes qui permet au film de résister aussi au temps, et qui amène une sorte de lecture sur le contexte politique, social, peu importe, du moment où il a été réalisé, et c'est peut-être ce qui manque des fois. Peut-être parce qu'il est humble. Moi, je vois ce mec-là un peu comme John Badham ou des gens un peu comme ça. Non, c'est pas faux. Vraiment un mec assez humble. Il essaye de faire des bons films, un peu à la Robert Wise, Fleischer ou des gens comme ça. Et bon, les films restent pas forcément dans l'histoire, mais quand on les revoit, en général, pour la plupart en tout cas, on passe toujours un bon moment, quoi. Oui, voilà. Quelque part... Spielberg a ce talent de pouvoir faire des films à vrai texte, avec une vraie intention, avec un vrai point de vue, ce que ne fait pas Ron Howard, qui lui se contente, je mets les gros guillemets, se contente peut-être de ne faire que du cinéma de pur divertissement, ce qui fait que cette patte-là de mise en scène, elle l'a pas. Et je te rejoins Thibaut, je pense que c'est aussi parce qu'il a une vraie approche plus technique qu'artistique de ses films, mais oui, après ça reste du divertissement, plutôt du bon divertissement dans l'ensemble, et jusqu'à récemment encore.
Backdraft, c'est aussi l'histoire d'un casting aussi. Donc on a Kurt Russell qui n'a pas le rôle principal, même si c'est lui qui est crédité en premier sur l'écran. C'est une star quand même à l'époque, depuis ces années Disney. En fait, c'est quand même en 91, c'est quand même quelqu'un qui a un certain statut à Hollywood. Ouais. Tu m'étonnes. Au-delà de ses premières années chez Disney, où il joue un peu le jeune premier, mais c'est tous les films de John Carpenter qui lui ont permis d'accéder à ce statut de star hollywoodienne. Et en 91, il est un peu au firmament de sa carrière, même si, comme tu le disais, dans ce film-là, c'est pas un personnage secondaire, mais en tout cas, c'est pas forcément le personnage principal. Et puis il y a William Baldwin, frère de Alec Baldwin, le premier Jack Ryan. William Baldwin, au moment de Backdraft, c'est un jeune premier. Il vient de sortir de L'Expérience interdite, Flatliners de Joel Schumacher. Il attaque Backdraft. C'est malgré tout le personnage principal. C'est quelqu'un qui a une belle gueule, qui fonctionne. Mais bon, si on peut commencer à mettre un petit peu des bémols, il est un petit peu fade. Non, fade, c'est pas le mot. C'est pas ça que j'aurais dit, non. Ça n'a jamais été un grand acteur, non. Par rapport à son frère. Après, sur ce film-là, on va dire qu'il colle physiquement au personnage de par d'une petite ressemblance avec Kurt Russell, donc qui joue son grand frère. Mais William Baldwin, il n'apporte pas forcément l'épaisseur que ce personnage méritait d'avoir. Oui, c'est dommage parce que c'était quand même un personnage fil rouge de l'histoire, quoi. C'est lui qu'on suit, c'est son œil à lui qu'on a sur le rôle du pompier. Donc ouais, c'est vrai que ça fonctionne quand même. Oui, ça fonctionne. On se dit jamais dans le film que c'est une erreur de casting, qu'il est catastrophique. Il le joue peut-être pas comme il devrait, aussi bien qu'il devrait le jouer, mais en tout cas, à mon sens, il avait parfaitement à sa place. Voilà, ouais, c'est un peu pour ça que je disais qu'il était un peu fade, c'est-à-dire qu'il amène pas de relief à son personnage en fait, au-delà de ce qui est écrit, quoi. Et lui, on va le suivre, comme tu disais Thibaut, on va le suivre un petit peu dans toute l'histoire. C'est lui qui nous permet d'être le fil rouge du film, mais c'est aussi lui qui nous permet de comprendre un peu les us et coutumes chez les pompiers. C'est aussi lui qui va nous permettre de comprendre un peu les rouages de l'enquête, parce qu'il va être amené à participer à l'enquête avec un autre personnage qui est lui campé par Robert De Niro. Donc bon, Robert De Niro, on va peut-être pas lui faire le déshonneur de présenter cette star du cinoche. On va le suivre aussi avec les liens qu'il a avec le maire de Chicago, et notamment une adjointe au maire qui est interprétée par Jennifer Jason Leigh, qui est une très bonne actrice. On l'a vu dans les années 80, dans La chair et le sang de Paul Verhoeven, dans Hitcher de Robert Harmon, et après Backdraft, elle tournera Rush de Lily Finis-Zanuck, que j'aime beaucoup moi. JF partagerait appartement, ça c'est un gros rôle aussi pour elle. Dolores Claiborne, Existence, tout ça. Et puis jusqu'à très récemment, où on l'a vu dans Les 8 salopards de Tarantino, ou encore dans Annihilation d'Alex Garland, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est on suit un petit peu les rouages administratifs de la gestion des pompiers, et c'est tout ça est vécu au travers du personnage de William Baldwin, quoi, qui va avoir forcément une histoire d'amour avec cette jeune femme qui avait déjà été amorcée 6 ans auparavant, avant le début du film. C'est peut-être une relation qui est sacrifiée dans le scénario au profit d'autres éléments, mais qui est quand même assez fonctionnelle, qui marchote quand même, je trouve. Ouais, c'est un film de guerre. Ces histoires, elles sont plus ou moins importantes pour camper les personnages, pour asseoir le rôle du pompier dans la société et tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça reste assez secondaire et pas toujours très adroit, je trouve, dans certaines scènes. Mais bon, voilà, de toute façon, ça reste tellement pas si important dans le film, puisque on est là pour regarder des scènes de feu, donc c'est très réussi d'ailleurs, de toute façon. On a parlé des 4 acteurs principaux, enfin ceux qu'on voit le plus dans le film, mais on a quand même Scott Glenn qui fait partie du cast, un second couteau hollywoodien de talent. On a Rebecca De Mornay, on a Donald Sutherland, voilà, on a quand même un gros cast qui fait plaisir à voir et qui fait parfaitement le job tout le long du film. Ouais, Donald Sutherland, il a 3 scènes dans le film. Les 3 scènes sont vraiment brillamment écrites, je trouve, et
très très bien interprété. Là, vraiment le personnage, ce qu'il véhicule, pourtant on en connaît très peu de choses sur lui, mais il arrive à amener une certaine dose de malaise, tout ça, parce que c'est un personnage de pyromane qui est hyper intéressant. Et bon, voilà, c'est toujours un plaisir de revoir Donald Sutherland, quel que soit le film. Hein. C'est toujours un grand plaisir de le voir. Il est toujours actif aujourd'hui, hein. Un acteur de qualité qu'on avait découvert fin des années 60, début des années 70, dans MASH, dans L'invasion des profanateurs, dans Ne vous retournez pas, voilà, il a joué quand même dans des gros films, dans des films qui sont toujours très très bons aujourd'hui. Et dans ces 3 scènes dont tu parles, il a toujours une présence impressionnante. Shadow, tu te rappelles de ça? Tu te rappelles, Ronald? Tu te rappelles à qui ça appartenait? Qu'est-ce que tu as fait à cette petite fille, Ronald? C'est pas juste, Shadow. Qu'est-ce que tu lui as fait à cette petite fille, Ronald? Je l'ai brûlée. Tu l'as brûlée. Qu'est-ce que tu fais aux vieilles dames, Ronald? Je les brûle. Et le monde, alors, Ronald? Qu'est-ce que tu aimerais faire au monde entier? Tout brûler. Alors le film, au-delà de son casting, c'est un thriller d'action et la majorité du métrage est centrée sur les scènes de feu. Et la particularité de Backdraft par rapport à un film comme La Tour Infernale, c'est que la réalisation est beaucoup plus immersive. On est directement dans le feu avec les pompiers. C'est une manière de filmer les incendies très différente de La Tour Infernale et sans doute des autres films qui sont arrivés avant. Il est très immersif comme tu dis, parce que de toute façon c'est vrai que le fait qu'ils aient tourné avec des flammes, des réelles flammes, c'est sûr que ça ajoute à ce côté réel. C'est vrai que ce film était un gros challenge technique. Cette immersion là, nous on la ressent à fond, mais c'est vrai que ça n'a pas été un film simple à faire, un film simple à monter, un film simple à réaliser, et ça on va vous l'expliquer. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Je t'ai pas encore tué, que je sache. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Il s'en fout. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords? Ce sera dur. On essaye? Allez. Donc Ron Howard qui contacte Michael Salomon, donc le directeur de la photo, qui est quelqu'un qui a travaillé sur Abyss, sur l'Ouest, sur Arachnaphobia. Bon, il aime bien les films en A, je trouvais ça assez marrant. Et puis finalement, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient quand même prévu beaucoup de plans en numérique et tout ça, qui étaient les débuts. Et ils avaient contacté Allen Hall, qui est quand même un gros ponte dans les effets spéciaux visuels mécaniques, qui a bossé chez ILM et qui a bossé sur Top Gun et Les Incorruptibles. Et qui leur a dit en fait qu'il pensait pouvoir faire un tournage avec du feu réel et en gardant les acteurs en sécurité. Je te coupe, mais c'est parce que en fait il a fait appel à Hall, Ron Howard, parce que tous les essais numériques de feu, il a demandé à ILM de les faire, et en fait il a trouvé que le résultat était dégueulasse, et c'est pour ça qu'il a demandé à Hall s'il y avait moyen de le faire en réel. Mais à la base c'était la volonté de Ron Howard et de Grazer, c'était d'exploiter le numérique avec ILM. Mais ils ont fait 1 mois, 2 mois d'essais. Et à la fin ils ont dit c'est une catastrophe, et donc c'est 6 semaines avant le début du tournage où ils ont appelé Hall en catastrophe pour le faire, et Hall a fait des essais dans un hangar, et à la fin il a dit ok ça fonctionne, on va le faire comme ça. Ouais, ils ont réquisitionné un grand hangar, ils ont coulé une dalle en béton, ils ont fabriqué tout, ils ont tout fabriqué avec des matériaux unifugés. Et installer des canalisations avec toute une gamme en fait de produits qui leur permettaient de choisir des couleurs avec Ron Howard, et donc de sortir en fait les couleurs qu'ils voulaient. Quand ils ont commencé à tourner, en fait, ils se sont rendus compte que ça produisait beaucoup de fumée, et le studio était vite gorgé de fumée noire, et du coup en fait ça cachait même les projecteurs, et donc Michael Salomon il était constamment en train d'essayer de récupérer la lumière
parce que ça obscurcissait les projecteurs, etc. Donc il fallait qu'ils réajustent en direct pendant les prises. Et ce qu'on n'a pas dit aussi sur le tournage, c'est que la volonté de Ron Howard, c'était de mettre tout le monde dans les situations, c'est-à-dire les comédiens, ainsi que le chef-op qui est allé gaiement et tout ça, pour qu'on soit au cœur de l'action, ce qui n'était pas forcément le truc le plus évident à ce moment-là, quoi. Ah ouais, non, ils sont dedans, hein. Ils ont tous été dedans, hein, et ça se ressent, hein, d'ailleurs, hein. On sent que le feu, il est là, hein. Ils ont chaud, ils sont... Nous-mêmes, on est en pleine immersion dans le truc, hein. T'as l'impression d'y être, hein. Ouais. Il disait à la fin du tournage, ils ressemblaient tous, ils étaient tous les sourcils cramés, tout noirs. C'était apparemment, ça a été. Je te dis pas le mec qui devait nettoyer les caméras et le matos derrière. Il y a dû y avoir du nettoyage, hein, là. Ils ont dû passer des heures à tout nettoyer. Et il y a eu d'avoir des pertes aussi en termes de matos parce que il y a des je pense pas que tout le matos est sorti vivant de ce tournage-là. Non. En fait, il y avait des plans apparemment où ils filmaient à 9 caméras et il y avait des caméras qui étaient dans le champ des autres. Donc en fait, il est planqué dans les flammes apparemment et avec les flammes où il mettait le feu et en fait, on les voit pas, quoi, du coup. On voit rien du tout alors qu'il y a des caméras dans le champ, quoi, mais... Ouais, et on les voit pas. On voit rien, franchement. Ben non. Quand ils ont filmé aussi, vous voyez bien, au début, ils pensaient que filmer c'était une chose, mais ils se sont rendus compte aussi, il y a eu un gros travail d'étalonnage parce que le feu ressortait blanc en fait sur les rushs et les acteurs étaient souvent sous-exposés, donc il y a eu gros travail d'étalonnage. C'est aussi, il a rajouté de la puissance en face, la face caméra, pour pouvoir justement gommer cette différence de contraste. Voilà, c'est ça. Il en parle dans les bonus, il explique qu'il voulait pas avoir les flammes blanches et donc il fallait mettre une certaine quantité de lumière suffisante en face, dans l'axe de la caméra, pour limiter cet échange, c'est-à-dire que conserver du détail dans les flammes et ne pas avoir les personnages sous ex. Donc il y a de l'étalonnage, mais comme c'était quand même assez limité, il y a beaucoup de choses qui sont faites en tournage. Et je me permets de revenir un peu à ce que tu disais avant aussi sur le tournage de ces scènes. La préoccupation, c'était de pas brûler en fait quoi que ce soit, parce que il fallait faire pas qu'une seule prise, il fallait faire 2, 3, 4 prises suivant le truc, et donc il fallait pas brûler le décor, même si il est arrivé à ce qu'il brûle certaines parties du décor pendant le tournage. Donc je parlais de la question des vannes, en fait, ils mettaient pas le feu, en fait, ils ouvraient les vannes pour faire des flammes, pour les refermer, pour éviter que les choses s'enflamment, et tout était traité, comme tu l'as très bien dit, en matière inifugée, justement pour pas que ça flambe. Voilà. Mais ils ont utilisé des tonnes, mais quand je dis des tonnes, c'est des tonnes de colle. Ils enduisaient tous les décors avec de la colle. Ça, par contre, ils étaient obligés de l'éteindre à l'extincteur à chaque fois, hein. Après, il y a eu un choix aussi au niveau on n'en a pas parlé, de tourner en Super 35, justement, pour éviter les objectifs anamorphoseurs, parce que ça faisait vite des mauvais reflets sur l'objectif. Et ça permettait d'avoir des objectifs plus petits et donc plus faciles pour faire des caméras épaules et ainsi et pour pouvoir rentrer comme ça dans les scènes, dans le feu. D'ailleurs, il y a eu le caméraman avec des tenues complètes inifugées pour rentrer dans les flammes, et suivre les acteurs dans les scènes. Ils ont eu les caméras aussi qui ont été faites plus ou moins spécialement pour le tournage, ils ont utilisé le matériau des briques en céramique de la NASA, ils ont fait des systèmes hydrauliques, de refroidissement hydraulique sur les caméras, même sur les acteurs aussi, ils avaient des tenues avec des systèmes de tuyauterie pour les refroidir pendant certaines scènes où ils étaient vraiment dans les flammes. Au niveau des décors aussi, pour une question de budget aussi, toutes les scènes où on voit les endroits qui ont cramé, c'est-à-dire la part du mec au début, le truc dans le cinéma, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cramé des pans de mur, ils les ont ensuite collés sur la scène où ça n'avait pas encore cramé pour pouvoir faire plusieurs prises. Ensuite, dès qu'ils avaient fait les prises où justement De Niro arrive, il constate que ça a cramé, qu'il est en train de faire les prélèvements, il réenlevait ces pans de mur cramés et remettait tout en ordre et retournait s'il fallait faire des reshoots avec le même endroit qui était en clean.
pré-cramait en fait les murs et les éléments de décor, il les collait et ensuite il les enlevait pour retrouver le décor pré-cramage, on va dire. Clean, quoi. Clean, exactement. Petite précision, parce qu'on parle plusieurs fois de ILM, en fait, il faut juste préciser de quoi il s'agit. ILM, c'est la boîte d'effets spéciaux qui a été créée par George Lucas en 75 pour les effets spéciaux de Star Wars et qui a travaillé ensuite sur les Indiana Jones, E.T., Cocoon, et voilà, et puis qui se sont retrouvés donc sur Backdraft. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur Backdraft exactement? ILM, ils ont quand même bossé sur les murs de flammes. Tous les murs de flammes qu'on peut voir, en fait, c'est assez marrant ce qu'ils ont fait. Souvent, ils ont fait des décors au plafond. Ils ont foutu le feu et du coup le feu s'est baladé et après du coup c'est comme ça qu'on a l'impression que le feu coule par terre le long de il y a un moment, il y a un plan avec Baldwin à la fin là où il voit la lance, il y a les flammes qui lui arrivent dans les pieds et on dirait que le feu coule par terre alors qu'en fait c'est donc au plafond que ça donne cet effet là. Voilà. Et après ils ont fait aussi une énorme maquette, il y a eu pour la scène finale là, avec le bâtiment qui explose. Ils avaient construit une énorme maquette au 1/10. Il y avait des tonnes de fenêtres et en fait, à chaque fois qu'ils refaisaient la scène, il fallait qu'ils remplacent toutes les fenêtres. Ça prenait des heures. D'ailleurs, est-ce que c'est une question que je me suis posée, enfin je pense que c'est oui, enfin je pense que ça se voit, la scène où Baldwin est sur le toit de l'immeuble et que le toit commence à s'effondrer, t'as ce plan un peu large où tu le vois courir en fait et que t'as tous les trucs qui s'effondrent, c'est certainement une maquette avec une incruste. Alors il y a plusieurs choses, il y a la maquette quand le bâtiment explose, l'autre côté en fait c'est un matte painting donc avec Baldwin qui a été incrusté en rotoscopie donc sur le toit et après qui a été retraité numériquement. Et plus rajouter à ça les scènes avec les gros plans où on le voit avec le décor qui était sur vérin où on voit le sol qui s'effondre sous les pieds quand il court. Voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, je crois qu'apparemment il y a Ron Howard qui a demandé que ça soit un peu dégradé au niveau de l'image parce que quand ils ont filmé, quand ils ont incrusté et donc refait un peu retouché numériquement, c'était trop propre par rapport au reste des plans avant et après. Ça manquait d'homogénéité. Il a fallu qu'ils dégradent un peu qui pixelise un peu les plans apparemment. Voilà. Il y a la scène de l'ascenseur qu'ils ont tourné dans une piscine municipale. Ils ont accroché la cage d'ascenseur à une grue pour faire monter et descendre le niveau de l'eau dans l'ascenseur. Mais honnêtement, c'est quoi, le film a 30 ans l'année prochaine. Honnêtement, de ce point de vue-là, des effets spéciaux numériques, pas numériques, mécaniques, tout ça, putain, ça tient. Honnêtement, ça tient franchement la route. Moi, j'étais bluffé je me suis jamais dit, putain, ça a pris un coup de vieux. Visuellement, le film, il avait toujours de la gueule, quoi. Ah ouais, non, c'est beau, hein. Il y a juste un plan où on est dans la séquence finale où Baldwin affronte le feu, etc. Il y a un plan où il y a des surimpressions des flammes. Il y a un mur de flammes. Ah, c'est vrai. C'est le seul moment où tu dis aïe. Ouais, on voit un petit peu mais bon, de toute façon, dans l'ensemble, c'est tout tourné en direct, donc. C'est un plan. Il y a un plan de coupe où en fait on voit les murs qui s'enflamment et là ça se voit que c'est les surimpes. Je suis d'accord. Ouais. Sinon, après tout le reste, c'est nickel parce que c'est du live, quoi, tout simplement. Il y a pas de trucage CGI. Non, mais techniquement, c'est quand même un film qui reste brillant. Je vais faire mon vieux con, mais par rapport à des prods aujourd'hui qui sont entièrement faites en numérique, voir un film qui a 30 ans, qui tient techniquement, visuellement aussi bien la route et qu'on a des bouses qui sont produites depuis de ces dernières années où tu regardes et tu dis mais c'est une catastrophe artistique, aussi bien artistique que technique. Tu fais ouais quand même, putain. C'est le côté artistique qui a quasiment disparu en fait, moi je trouve. Dans le film, il y a 3 grosses scènes d'incendie. Il y a la première avec le père au début où on est très passif. On voit juste, on est là d'un côté, c'est l'œil de l'enfant. On reste dans un traitement assez classique. Et après, il y a le deuxième incendie où là, on est à l'intérieur, vraiment le côté pompier, maîtrisé. Avec le regard de Baldwin, qui donc ils sont dedans, etc. Vraiment. Et après, il y a le dernier feu, où là, c'est vraiment le côté... Il n'y a absolument plus rien de maîtrisé, le feu, il part dans tous les sens, c'est une bête incontrôlable. Ouais, il y a une escalade de la manière de représenter les incendies au fur et à mesure, ouais.
C'est une montée, et c'est quelque part, c'est la bête qui grossit, jusqu'à affronter, en fait, le héros va affronter la bête qui s'est nourrie jusqu'à la fin du film. T'as cette montée en puissance du mal, en fait. Je reviens à la notion de diable, en fait, ce mal, en fait, qui, comme tu le disais très bien, dans la première scène du film, en fait, on l'entreaperçoit de loin, avec les yeux de l'enfant, on a juste un trou qui se forme et qui nous fait comprendre que, il s'est passé un truc et qu'il y a un danger là-haut. Mais on reste très loin de ce danger-là. Et plus le film avance, plus les scènes d'incendie se succèdent, plus on rentre dedans jusqu'à ce final qui est assez dantesque, hein, où on est en pleine immersion et nous-mêmes on est attaqué par cette bête. Ah ouais, c'est l'enfer quoi, c'est vraiment l'enfer. On est en enfer, exactement. D'ailleurs, il y a un plan dans la séquence finale où il y a la lance d'incendie qui se balade et tout ça, il y a un plan large qui fait... c'est le dragon, hein. Ouais, c'est ça fait carrément le dragon, quoi. Il le maîtrise, il l'attrape, c'est... Le dragon qui crache de l'eau. C'est ça qui est génial. On a aussi le feu qui est traité comme un élément fantastique parce qu'on a l'impression que le feu s'adresse à Alec Baldwin. Et dans les bonus du film, il y a plusieurs pompiers qui en parlent, qui disent voilà, il faut parler du feu parfois comme de quelqu'un parce que il y a une sorte d'intelligence. Il faut le traiter comme quelqu'un, quoi. Je trouve qu'il le traite presque d'un point de vue religieux, en le nommant la bête, c'est-à-dire comme le diable, il vit, il évolue, il est sournois. Moi, je l'ai vu comme ça en fait. Même si le film ne parle pas du tout de religion, mais je pense qu'il en parle uniquement dans cet aspect-là. Ça amène peut-être le côté fantastique, quelque chose qui est absolument pas maîtrisable, quelque chose qui vient de nulle part, quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner, quelque chose qui te regarde aussi. Le fait de... souvent dans le film, il te parle d'ailleurs, Sutherland le dit, est-ce que la bête t'a regardé dans les yeux? Et c'est un peu ça, c'est un peu face à la mort, face au diable, face au... Il y a tout un sous-texte religieux, je trouve, qui est plutôt amené assez intelligemment, sans trop d'exagération, comme on pourrait le craindre aujourd'hui. Il lui parle au feu pendant certaines scènes qu'entre seuls. Il parle directement, il lui dit où est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, tu crois que tu vas m'avoir, il y a ce côté-là. Et puis de toute façon, pour un pompier, il y a un respect, mais il y a aussi une crainte. Au moment où les gars dans le film vont pour ouvrir les portes, au moment du backdraft, il y a ce travail de son fait par Gary Rickstrom, qui est un responsable du Skywalker Ranch et qui a bossé sur Star Wars, sur des dizaines de films T2, Jurassic Park et compagnie. Et en fait, quand ils mettent la main, tu entends ce bruit ils ont travaillé apparemment sur des animaux, quoi. Il y a un bruit de bête, quoi. Quand il ouvre, tu l'entends, quoi, ce grognement, quoi. Tu l'entends beaucoup dans le premier, le gars qui passe dans le pare-choc dans le pare-brise de la Porsche, enfin de sa bagnole, c'est pas de la Porsche mais sa bagnole. T'as ce bruit de monstre en fait qui lui sautait à la gueule. Oui, carrément. Et là, on écoute l'extrait d'ailleurs. Et dans le plan subjectif du responsable du Cinoche, quand il ouvre la porte, en fait, c'est la caméra qui lui fonce dessus. Il y a un côté très fantastique, un côté très film d'horreur quelque part, d'une bête en fait qui t'attaque en fait et qui te prend la gueule et qui te défonce la gueule, quoi. Et dans les scènes coupées, justement, au début, on insistait plus sur la présence du pyromane, c'est-à-dire qu'on voyait les mains de la personne qui mastiquait la porte, etc. Et ça n'a pas été commenté, mais je pense que ça a été enlevé justement pour garder cette dimension un peu mystique le plus longtemps possible. Complètement d'accord. Avant qu'on arrive sur qui a fait quoi, machin, mais on s'intéresse d'abord au phénomène avant le symptôme, quoi. Ouais. Et c'est en ça que ça a été intelligent de couper ces scènes-là, justement pour amener un côté très encore plus incontrôlable, encore plus mystérieux, encore plus incernable. Enfin, je sais pas si on peut le dire. Ouais, c'est ça, mais... insondable et flippant, quoi. Voilà, exactement. Alors, un petit truc que j'ai remarqué dans le film, je sais pas si vous l'avez vu, c'est quand tu as parlé de la voiture que ça m'a fait tilt. En fait, j'avais remarqué, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Ron Howard ou qui c'est, mais toutes les voitures, la voiture qui se fait défoncer le pare-brise parce qu'elle est garée devant la bouche d'incendie, ça c'est le petit message un peu à tout le monde, ne vous garez pas devant c'est une Mercedes. La voiture où le mec finit dedans, c'est une BMW. À chaque fois, c'est des voitures européennes qui morflent, je sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi, c'est clairement un message anti-européen, mais de toute façon le film en lui-même est hyper pro-américain dans son traitement. Enfin, on est dans du Michael Bay avant Michael Bay, hein, dans certains plans, dans certains trucs. On est à fond dans du... Enfin, moi je trouve que ce film-là, il aurait pu être fait par Michael Bay. Hein. Ouais.
Oui, tout à fait. En l'état. Hein. Je vais refaire un petit... désolé, en fait, je vais juste parler d'un truc dont on n'a pas trop parlé. Sur ce côté, pourquoi avoir choisi la caserne de Chicago, qui est quand même une des casernes mythiques aux États-Unis, qui est une très vieille brigade. Ces films américains, c'est vrai que quand on voit les costumes, c'est pour parler un peu des costumes de pompiers américains, ils ont de la gueule, il n'y a rien à faire. Ça, à l'image, ça a de la gueule. Et d'ailleurs, ils ont changé il y a peu de temps, apparemment. Ils ont passé à des tenues un peu plus modernes. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, ils ont créé la 25e brigade. Donc, dans le film, en fait, il n'y a que 24 compagnies à Chicago. Et je reviens au costume. La chef costumière, justement, il y avait tout un questionnement sur comment aller rendre ces costumes, parce que les réels costumes du début des années 90, à l'écran, c'était une catastrophe. Et puis aussi, en termes de lourdeur, en termes de tout ça, la question était de redesigner un peu les costumes, les casques pour le film aussi, parce qu'ils ne correspondent pas forcément à la réalité de l'époque. Donc la chef costumière s'est un peu creusé la tête pour redesigner un peu ces costumes-là, sans trahir ce qui étaient réellement les costumes, mais pour leur donner quelque chose d'un peu plus cinématographique. Et ce qu'elle explique, c'est que par la suite, on a repris beaucoup de ces idées dans l'évolution réelle des tenues des pompiers. On a beaucoup d'idées de ces costumes à elle ont été repris, ce qui la flatte beaucoup, je peux le comprendre. Et ce qui fait qu'aussi c'est un film que les pompiers aiment beaucoup, parce que ils ont trouvé à l'époque et encore aujourd'hui, ils trouvent que c'est un film qui reflète parfaitement leur métier, leur état d'esprit, leur engagement, leur dévouement. C'est peut-être le meilleur film pour eux, en tout cas aux États-Unis, qui parle de leur métier. Un peu comme Armageddon pour les foreurs qui... Mais c'est normal, c'est pas des blagues, hein, c'est pas une connerie. Hein. Tu parles d'un foreur, en général, leur film, c'est Armageddon. Hein. Je veux dire, c'est la gloire du foreur, quoi. Regardez ce mec. C'est mon frère, nom de Dieu. On va aussi faire un petit tour du côté de la post-prod. On va parler un petit peu de montage. Sur le DVD, il y a 45 minutes de scènes coupées, donc ce qui nous ramène à une durée de 3 heures. Alors évidemment, ça arrive très fréquemment d'avoir des durées comme ça sur des films, et après, en général, au montage, on va devoir un petit peu ramasser un peu tout ça. Et en général, ce qui se passe, c'est que c'est des intrigues secondaires qui morflent pour pouvoir retailler. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les trucs un peu importants, le démarrage du film était différent. On voyait réellement Brian discuter avec le chef des pompiers pour être admis. On voit un peu plus de détails aussi avant que le film démarre, et je trouve ça vachement plus intéressant finalement, la manière dont le film démarre après la séquence d'intro. La séquence d'intro était la même, la séquence d'intro avec le père, c'était la même, mais par contre on va beaucoup plus vite en allant directement dans le bar quand ils sont en train de fêter justement l'admission de tous les jeunes recrues, et finalement on perd aucune info. Il y avait de la redondance d'infos, donc ça c'est très bien. Ce qui a le plus morflé en fait dans les séquences coupées, en gros, c'est sans surprise, c'est la relation entre Brian et Jennifer Jason Leigh. Il y avait beaucoup plus de scènes entre tous les deux. Et ça se sent en fait dans le montage final. Bah oui, parce que du coup c'est un peu sacrifié, mais vraiment pour les avoir regardés, très sincèrement, ce qui reste, c'est quand même le meilleur des séquences. Parce qu'il y a une séquence un peu lourdingue où il fait une approche vis-à-vis de Jennifer Jason Leigh, il essaye de la séduire, et puis il parle de tout l'attirail des pompiers de manière un peu ouvertement sexualisée. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fin, quoi. Voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça qui ont été coupés, et surtout en fait l'enquête au centre, à la fois les liens avec la mairie et toute l'enquête avec De Niro. Alors le personnage qui a le plus été coupé, c'est De Niro en fait. En gros, il y a beaucoup plus de rebondissements qui ont été justement rassemblés, schématisés. Ça se ressent pas du tout à l'arrivée. Je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il nous manque des détails et tout ça. Mais on passait par beaucoup plus de circonvolutions, quoi, entre le maire, De Niro et tout ça. Et ça a été un peu rassemblé. Voilà, et après il y a quelques petites séquences qui détaillent un peu la relation entre le frère, la relation avec Scott Glenn, mais finalement on perd rien de vraiment essentiel. Donc de manière classique, ils se sont débarrassés de tout ça pour amener le workprint de 3 heures à une version acceptable de 2 heures et quart.
On peut aussi parler de la musique de l'allemand Hans Zimmer pour le film. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a des accents héroïques, elle sert complètement le film, hein, c'est-à-dire que c'est en partie aussi ce qui fait que les sentiments sont exacerbés, le courage est démontré, ça appuie un peu certaines séquences, mais je crois qu'on est tous les trois on n'est pas d'accord un peu là-dessus. C'est sûr que c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Si tu l'écoutes à part, moi je trouve que c'est une très belle zik. Ah ouais, moi je l'ai écouté des dizaines de fois, vraiment j'adore. Mais bon, je pense que tu vas parler du côté un peu appuyé dans le film. Voilà, exactement. La première scène où on part de la caserne jusqu'à l'endroit de l'incendie, jusqu'à la mort du père et ces plans en ralenti sur le gamin sont d'une lourdeur absolue. On aurait pu la faire beaucoup plus soft et je pense que cette émotion-là, et c'est le cas dans plein de moments du film, je pense que beaucoup des moments d'émotion auraient pu être beaucoup plus forts s'il n'y avait pas cette lourdeur-là. Alors il faut dire aussi que Zimmer, il l'a écrite dans ce sens-là parce que c'est Ron Howard qui lui a demandé. C'est-à-dire qu'à la base, il avait écrit une autre musique et Ron Howard lui a dit mais moi j'ai pas d'émotion avec ça, il faut mettre de l'émotion à l'américaine, il faut appuyer sur les codes de bravoure, de guerre, de ci, de ça. Réécoute un peu ce que tu as fait sur Black Rain pour Ridley Scott, ramène-moi encore un peu plus d'émotion, un peu plus de cuivre, de machin, de trucs très très forts, très très lourds. Et Ron Howard en était très content. Et c'est là que Zimmer a dit c'est la première fois que j'ai compris ce que c'était de composer pour un film américain. Alors que c'était pas sa première compo américaine, loin de là. Il faut rappeler aussi qu'avant Backdraft, il avait composé pour Ridley Scott, pour Tony Scott, Jour de tonnerre, pour Barry Levinson pour Rain Man. Il avait déjà une carrière américaine déjà bien entamée en Zimmer avant Backdraft. Et puis une dernière chose aussi, c'est que certains morceaux qui ne sont pas de la BO de Zimmer, qui accompagnent aussi certains moments du film, je trouve qu'ils sont aussi appuie aussi cette lourdeur. Quand on a un moment où t'as les deux frangins qui se parlent pas et t'entends à la radio t'as War de Edwin Starr pour dire que c'est la guerre entre les deux frères, tu fais ok. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Et t'as un moment où ils sont appelés pour un incendie et t'entends Heatwave c'est Martha. C'est Martha Vandellas. T'entends Heatwave, tu fais ok. Enfin voilà, on appuie un maximum musicalement dans la lourdeur et ça appuie cette lourdeur générale qu'on peut avoir dans le film. On va passer maintenant à la suite. On va s'attarder un petit peu sur la sortie du film, comment le film a été reçu. Chaque fois que je vais au cinéma, je m'endors. Moi. Bah oui, ça change des magazines. Non mais à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Le film est sorti le 24 mai 91 aux États-Unis, il est sorti quelques mois plus tard en France, le 25 septembre 91, et le film a été un succès au box-office. Backdraft a tout de même rapporté la modique somme de 77 millions de dollars de l'époque sur le marché américain et 150 millions de dollars, toujours de l'époque, à l'international. En tout cas, le film est rentré dans ses frais, et ça a permis à Ron Howard de se lancer dans un projet encore plus ambitieux, peut-être un peu trop, mais qui finalement marchera beaucoup moins bien que Backdraft. Je veux bien évidemment parler de Horizon Lointain avec Nicole Kidman et Tom Cruise, le couple star de l'époque qui s'était connu 2 ou 3 ans auparavant sur le tournage de Jour de tonnerre de Tony Scott. Un demi-échec qui s'explique en partie par la qualité quand même très moyenne du film. En France, le film fait 1 200 000 entrées, un score honorable qui fait rentrer Backdraft dans la catégorie quand même des bons succès. On pouvait certes attendre mieux, un bon nombre de films ont fait plus d'entrées à l'époque, mais ça aurait pu être quand même pire. Kurt Russell était déjà connu à l'époque, mais loin d'être une méga star en France. William Baldwin n'en parlons pas, et le reste du cast, De Niro et Sutherland, ont tout de même un petit rôle. Ce qui est bizarre, et c'est un peu l'objet de notre discussion, c'est que ce film, depuis, en fait, il a un peu disparu des radars. Non pas qu'il a été totalement oublié, mais c'est vrai que c'est un film qu'on cite peu. C'est un film qui est très peu diffusé, c'est un film qu'on trouve, en tout cas aujourd'hui, pas sur les plateformes de SVOD, on le trouve en VOD, on le trouve en Blu-ray, en DVD, mais on peut pas le voir sur les plateformes, les plateformes les plus populaires. Et je trouve que c'est absolument dommage qu'un film comme celui-ci, même s'il a des défauts, ne soit pas accessible à tous. Eh bien, nous arrivons maintenant à notre rubrique bilan. Que reste-t-il du film selon nous ? Oui, on va rigoler, Bambutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Laisse-moi tomber, Steven. Tu tombes. On tombe.
Alors pour commencer, je voulais quand même dire que l'héroïsme qu'on a pointé, qui peut paraître un peu lourdingue, moi je trouve vraiment que c'est grâce à ce côté un peu appuyé peut-être des choses que le film marche sur moi. Je trouve que le film exacerbe un peu les sentiments de fratrie, ce sentiment qu'on retrouve dans certains films, comme tu l'as dit tout à l'heure Thibaut, comme Top Gun ou des choses comme ça, qui font que ça exacerbe un peu des sentiments un peu de garçon, quoi, en gros, voilà, et qui fait que le film marche encore sur moi, au-delà de ces séquences de feu que je trouve vraiment extraordinaires. Et toi Thibaut, je pense que tu étais un peu plus contrasté. Malgré le côté très lourdingue de la mise en scène, du scénar, de Baldwin ou même de Kurt Russell, tous les clichés de la femme au foyer, c'est dangereux, alors je peux pas rester avec toi, machin, alors que mais je sais pas, il faut faire ça comme ça. Ouais, voilà, mais sinon à côté de ça, les scènes elles restent assez incroyables et moi je l'ai regardé, je passais 2 heures sans m'ennuyer, je passais un bon moment, malgré ses défauts, ça reste quand même un bon film, mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit un peu tombé comme ça dans les oubliettes. Alors moi je suis complètement raccord avec ce que tu dis, je trouve que c'est un film qui manque énormément de finesse, où il y a beaucoup de lourdeur. Pourtant c'est un film qui reste divertissant, c'est un film qui reste spectaculaire, je l'ai déjà dit, toutes ces scènes d'action, ces scènes d'incendie et encore une fois cette intrigue qui t'embarque jusqu'à la fin. Et c'est dommage parce que honnêtement j'ai marché à fond pendant les 2h15 de film, je me suis pas emmerdé une seule fois, mais je repense à ce plan à la fin du film en évitant de spoiler, où William Baldwin est en pleine hésitation quant à son avenir dans le métier et il est au premier étage de la caserne, il entend les sirènes hurler et il descend sur la colonne et là il y a un plan qui résume à lui seul la lourdeur de la mise en scène de Ron Howard quand même. Hormis tout ça, on a quand même des morceaux de bravoure assez forts. Ouais, on a de l'action, c'est effectivement traité comme un film de guerre, on a la camaraderie, l'esprit d'équipe qui est mis en avant, c'est bourré de testostérone, on combat un ennemi commun, c'est le feu ici, mais il y a une couche supplémentaire, c'est qu'il y a un aspect thriller, c'est-à-dire que ça nous conduit. Là l'idée c'est de savoir qui est ce pyromane qui fout le feu un petit peu à toute la ville là et pour quelle raison il fait ça. Ah c'est quand même l'un des arcs principaux et c'est celui qui fait tourner le film, hein, tu as raison, hein, c'est celui qui te fait aller jusqu'au bout. Hein. Exactement, je pense que si le côté intrigue avait été mis moins en avant, on aurait basculé dans un mélo encore plus lourd, plus saoulant, en tout cas moi j'aurais lâché l'affaire avant la fin. C'est vrai qu'il y a plein de moments qui sont où on s'attarde quand même sur les à côté, sur Kurt Russell avec sa femme et tout ça, avec son fils aussi, il y a des choses aussi qui seraient peut-être d'ailleurs éliminées aujourd'hui pour aller plus vite. Mais il y a cette intrigue qui te ramène quand même de l'intérêt, qui ramène de l'intérêt à l'ensemble, qui te donne envie d'aller jusqu'au bout, te donne envie de savoir comment ça va se terminer. En tout cas, après toutes les qualités, les bémols qu'on a soulignés, est-ce que ce film vaut toujours la peine d'être vu aujourd'hui ? Oui, pour toutes les raisons qu'on a citées, pour ces scènes spectaculaires, mais aussi pour cette caractérisation des personnages, qui reste basique, par moments même lourdingue, mais qui reste intéressante. Ouais, c'est vrai. C'est toute la problématique du cinéma d'aujourd'hui. Un cinéma qui ne fait pas la part belle qu'aux effets spéciaux, mais un film qui laisse la place à une histoire, une enquête, surtout des personnages, malgré un traitement dans ce film qui méritait mieux. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours d'une grande finesse, mais quand même, je trouve qu'il y a suffisamment de place pour développer les personnages et développer les à côté, comme tu dis, pour dépasser un peu le simple film d'effets spéciaux et de cascades. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours intéressant aujourd'hui, hein, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu, on va pouvoir passer à la dernière rubrique, l'après-Backdraft, qui sont les successeurs du film. Mettez une bête. On en fait une autre. Ok. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. On n'a pas de peau, on est tombé sur un as du Scrabble. Monsieur fait le malin, Jack, remets-lui une tournée. Non, arrêtez. Alors, est-ce que Backdraft a laissé un petit peu une trace dans le cinéma ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des films suiveurs du mouvement des blockbusters un peu sur les pompiers ou qu'est-ce qui se passe aussi, peut-être en France ou des choses comme ça ? Par la suite, il y a eu quelques films destinés au marché de la vidéo qui sont sortis, qui sont des repompages plus ou moins ratés de Backdraft, et notamment une suite sortie en 2019. Ils ont presque enlevé tout le côté pompier pour mettre des pompiers vraiment avec des pistolets, comme ça, on a le droit à des gunfights, d'histoires de terrorisme, ça. Non, c'est... Ouais, bon...
Il y a quand même eu 2 films qui sont sortis depuis, notamment aux États-Unis, qui ont remis un peu en lumière le métier de pompier. Et c'est aussi à cause, malheureusement, des événements du 11 septembre. Il y a eu d'abord Piège de feu, un film avec Joaquin Phoenix et John Travolta, qui est un petit film sympatoche sans plus. Et bien sûr, le World Trade Center d'Oliver Stone avec Nicolas Cage. Les Français ils sont revenus il y a très peu de temps à refaire des films sur les pompiers. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, Pierre Jolivet qui a réalisé Les Hommes de Feu avec Roche Dizem. Et puis l'année dernière, il y a Le Sauvé et Périr avec Pierre Ninet qui est sorti, qui a plutôt une bonne réputation. Voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est un corps de métier qu'on met finalement rarement en avant. Au contraire des policiers, au contraire des médecins qu'on voit toujours beaucoup à l'écran. Il y a tout de même, et heureusement, quelques séries qui ont des pompiers pour héros. Je pense à Chicago Fire. Mais au cinéma, ça reste encore un corps de métier un peu oublié. Alors, moi, je ferai une petite parenthèse, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un film sur les pompiers, mais je pense que c'est quand même un film ça a des similitudes beaucoup avec Backdraft, et que j'ai vu au cinéma, et que j'ai trouvé vraiment quand même pas mal du tout. C'est Deepwater Horizon. Oui, de Peter Berg sur la plateforme, qui est plutôt pas mal. Et en fait, dedans, d'ailleurs, il y a Kurt Russell. Il y a Kurt Russell et Mark Wahlberg, exactement. Et franchement, Kurt Russell, il est là, mais je pense que la référence, elle est évidente, quoi. Oui, ils l'ont pas choisi par hasard. C'est pas mal, hein. Enfin, c'est bien. Moi, je l'ai vu au cinéma avec mon fils. J'ai baissé la tête tout le film. Hein. Mais ça m'a vraiment fait penser à Backdraft. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai que c'est un film intéressant. C'est un film plutôt spectaculaire. C'est un film joli, avec une très belle direction artistique. C'est un film qui n'a pas marché du tout en France, mais qui est dans la filmo de Peter Berg, qui est vraiment à noter. Et pour Michael Salomon, le chef opérateur, qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Alors Michael Salomon, donc il a travaillé aussi avec Ron Howard encore sur Horizon Lointain. On en parlait tout à l'heure. Et après derrière, il a fait de la réalisation, il a fait genre Pluie d'enfer, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et puis sur Rome que j'aime bien, et surtout sur The Expanse, qui est une série que j'affectionne particulièrement. Et voilà, notre temps est écoulé. On espère que notre mission est réussie et que nous avons donné envie de voir ou revoir ce film. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous deux. Ouais, merci, c'était trop bien. Vous pouvez nous retrouver sur le site retouralécran.fr ainsi que sur les différentes plateformes iTunes, Spotify, Deezer, Buzzsprout, Google Podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. On se retrouve très vite. Ciao, bonsoir. Avant de nous quitter, je voudrais remercier Fabrice Chicoine qui nous a très généreusement produit le générique de fin qui va suivre. Il est l'animateur de l'excellent podcast de découverte musicale Cassette le podcast que je vous conseille vivement d'écouter. N'hésitez pas à visiter sa page Facebook pour plus d'informations. Voilà, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.